Vendredi 31 octobre, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Bulletin. En manchette cette semaine. À l'approche de leur semaine nationale, nous nous penchons sur l'important rôle joué par les proches aidants. Nous redécouvrons le mouvement scout du Montréal métropolitain et nous vous présentons Cirque Antique. Bienvenue au Bulletin, mesdames et messieurs. Comme premier sujet de l'émission cette semaine, les proches aidants. Les proches aidants, parlons-en, parce que c'est le thème de l'édition 2014 de la Semaine nationale des proches aidants qui a lieu cette année du 2 au 8 novembre. Et on a avec nous Sylvie Riopel, qui est responsable des communications et de la défense des droits du regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal. Madame Riopel, bienvenue, madame. Bonjour. Parlons-en justement de ces aidants naturels. Question, à une certaine époque, on parlait d'aidants naturels. Maintenant, on parle de proches aidants. Quelle est la nuance de tout ça? OK. Parce qu'au début, il y a 20, 25 ans, on parlait beaucoup d'aidants naturels dans le sens que c'était comme plus, ça faisait référence au lien de sang. OK? C'était plus comme la famille seulement qui prenait soin d'une personne lourdement handicapée, malade ou en perte d'autonomie. Maintenant, avec les années, on s'est rendu compte, puis avec aussi notre démographie qui fait que les familles sont moins grandes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amis et de voisins qui prenaient soin d'une personne en perte d'autonomie, et ça, peu importe l'âge de la personne en perte d'autonomie. Alors, c'est pour ça que le concept a évolué et aujourd'hui, on parle de proches aidants. Avez-vous une estimation, on parle, disons, de la région de Montréal, là. Avez-vous une estimation du nombre de proches aidants qu'on peut avoir? Ils sont nombreux, en tout cas. Oui, il y en a beaucoup, puis même, compte tenu que les gens s'identifiaient pas beaucoup comme proches aidants, tout ça, alors on évalue à peu près à 300 000 à Montréal, OK, dans la région de Montréal. Alors, c'est vraiment sous-estimé. Décrivez-nous ce qu'est un proche aidant. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui prend soin d'un conjoint, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un voisin, qui est lourdement malade, en perte d'autonomie ou en fin de vie. C'est à titre non professionnel que la personne dispense des soins et elle le fait sans aucune rémunération. Le regroupement des aidants et des aidantes naturelles de Montréal regroupe qui? Est-ce que vous regroupez des organismes? Est-ce que vous regroupez des aidants et aidantes? À quel service rendez-vous précisément? OK. Premièrement, c'est nous, on a une particularité. Comme regroupement, on a des membres organismes et des membres individuels. OK? Et nous sommes pas un organisme de service. Nous sommes un organisme de défense de droits. Donc, on offre des activités, OK, qui, exemple, comme des délibérations, qui vont informer nos membres, proches aidants ou nos membres organismes, sur des enjeux vraiment importants ou majeurs qui concernent les proches aidants. Quels sont ces enjeux majeurs? Bien, exemple, la loi 52. Qui est? Qui est les soins en fin de vie. OK? Comme on sait que de plus en plus, c'est le mourir à domicile, c'est vivre à domicile le plus longtemps possible. Alors, à ce moment-là, cette loi-là, 52, soins en fin de vie, on parle aussi de soins palliatifs, ça va être beaucoup donné à la maison. OK? Et ça va être vraiment aussi impliquer beaucoup de proches aidants. Alors, plus le proche aidant va être informé, plus les intervenants vont être informés de l'impact dans la vie du proche aidant. Parce que sans entrer trop dans les détails, un proche aidant doit nécessairement poser des actes médicaux à quelque part. Il n'y a pas un conflit qui peut exister entre la profession, monsieur et madame tout le monde qui est aidant ou aidante. Est-ce qu'on lui permet d'une façon spécifique d'utiliser ou d'offrir des services qui sont peut-être plus médicaux?
Oui, parce qu'avec après le virage ambulatoire, vous savez, il y avait eu une pénurie d'infirmiers, d'infirmières ou de personnel en soins. Alors, il y a eu des actes réservés qui étaient réservés au personnel médical qui ont été délégués. Bon, délégués au proche aidant. Donc, un proche aidant peut prendre la glycémie, peut donner l'insuline, peut donner les médicaments, en tout cas, peut faire plein de gestes médicaux. S'il nous reste à peu près 3 minutes, mais j'aimerais qu'on parle maintenant du proche aidant. C'est pas rien, c'est donner une vie, c'est donner du temps, c'est donner de l'énergie. Un gros problème doit être ce fameux ressourcement de l'aidant naturel. Oui, il y a le ressourcement et il y a aussi, oui, ça concerne tous les proches aidants. Mais par contre aussi, il y a le fait que on pense souvent que le proche aidant n'est pas en emploi, chose qui est vraiment, c'est faux. C'est 25% de la population en emploi est proche aidant. Donc, ils ont besoin, autant eux que les proches aidants qui sont à la maison, ont besoin de se ressourcer, ont besoin de se joindre à des groupes de soutien, des groupes d'entraide, ou tout simplement à faire des activités qui vont leur faire plaisir. Le proche aidant vit beaucoup d'isolement social, qui peut être dû au fait que la personne ne travaille pas, au fait aussi qu'il y a eu un appauvrissement social et un appauvrissement économique aussi. Est-ce que c'est fréquent, cet appauvrissement? D'un proche aidant? C'est vraiment fréquent. Là, il n'y a pas un chiffre qui me vient en tête. Sans avoir de chiffre précis. Mais c'est vraiment, oui, c'est fréquent parce que souvent, la personne malade a pas nécessairement tous les moyens de subvenir à ses besoins. Donc, le proche aidant, en général, il y a 41% des proches aidants qui vont puiser dans leur économie. Vous disiez, Mme Riopel, que l'isolement est un des problèmes récurrents chez le proche aidant. Est-ce qu'un regroupement comme celui des aidantes et aidants naturels de Montréal peut répondre à ces questionnements de ces gens? En faisant la promotion, en sensibilisant les gens, les différents milieux, les différents intervenants, les milieux politiques, les milieux de la santé, à ces réalités-là de détresse, finalement. Il y en a beaucoup aussi qui vivent une grande détresse psychologique. Alors, c'est d'éveiller à éventuellement pouvoir répondre ou évaluer la condition psychologique du proche aidant. Ma dernière question. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là peuvent vous contacter? Vous pourriez être une ressource pour les aligner un peu mieux? Les référés. Les référés. Vous avez le bon terme. OK. C'est nous, on fait de l'accueil et de la référence. Oui, ça, et on le fait avec grand plaisir et c'est une grande préoccupation des référés aux bonnes ressources. Madame Riopel, ça a été trop court, mais je vous remercie beaucoup. Et puis, il y a cette édition 2014 de la Semaine nationale des proches aidants. C'est du 2 au 8 novembre. Et puis, je vous dirai, les proches aidants, parlons-en. Merci, Mme Riopel. Ça m'a fait plaisir. Nous en sommes maintenant à notre revue de presse des journaux de quartier. Dans Flambeau-Mercier-Anjou, Steve Caron nous dit que la quarantaine de nouveaux dos d'âne et de saillies de trottoirs réalisés de 2013 à 2014 sur le territoire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve porte fruit. Depuis l'implantation des premières mesures d'apaisement de la circulation en 2008, le nombre d'accidents impliquant un piéton est en baisse constante. On note près de 45% moins d'accidents impliquant des piétons. Dans Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, Anne-Laure Janson nous présente Joanne Martin, une résidente d'Hochelaga-Maisonneuve qui accueille depuis 26 ans des enfants en difficulté en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. La mère de famille accompagne tous ces jeunes qui foncent pour essayer de survivre et dit les élever comme si c'était les siens.
Dans Progrès Saint-Léonard, on apprend que l'Agence métropolitaine de transport vient d'inaugurer sa deuxième gare du tronçon montréalais du train de l'Est, soit celle de Saint-Léonard-Montréal-Nord, et que le train arrivera en gare le 1er décembre. La journaliste Marie-Claude Chiasson précise qu'entre le 1er et le 12 décembre prochain, les usagers pourront faire des essais gratuits en se procurant 2 titres de transport. Le tout sera rendu disponible sur le site Internet de l'AMT. Dans le journal Le Plateau, Catherine Bouchard nous relate une histoire de chocolat et de femmes. C'est l'histoire de Chocolat André du Plateau Mont-Royal qui fête ses 75 ans. Une entreprise marquée par les femmes, 3 générations s'y sont succédées comme propriétaires, en plus d'employer uniquement des femmes dans le besoin. À la une du Messager Verdun, on apprend que la pratique du hockey dans la Ligue mineure a subi une baisse marquée pour une multitude de raisons depuis une vingtaine d'années. Jadis au cœur des activités hivernales des jeunes de Verdun, on note maintenant une baisse de 25 % des inscriptions. La baisse de natalité, la diversité des sports et activités proposées aux jeunes d'aujourd'hui seraient autant de facteurs qui éloignent les jeunes du hockey. C'est un article de Pierre Lucier. Dans le Progrès Villeray Parc Extension, on nous apprend que l'arrondissement lutte contre l'abattage d'arbres matures par des entrepreneurs peu soucieux de l'environnement. Le directeur de l'écoquartier VRAC Environnement de Parc Extension, qui œuvre depuis 2005 au verdissement du quartier, n'est pas surpris de ces coupes d'arbres. Son équipe et lui dénoncent régulièrement des irrégularités en la matière. C'est un article de Catherine Bouchard. On en est maintenant à notre actualité montréalaise et on accueille encore cette semaine Nicolas Godin, il est rédacteur en chef du journal numérique Horizon Week-end. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous nous parlez du DG, du directeur général du CHUM, qui était présent parce qu'on a discuté beaucoup du projet du nouveau CHUM. Exactement. Jacques Turgeon, directeur général du CHUM, suivant les péripéties qu'on connaît dans le passé. Et c'est un projet qui s'avance, mais qui avance rondement maintenant. L'état des travaux, quel est-il présentement? En ce moment, la phase 1 du projet a été terminée depuis l'année dernière. La phase 1, c'est-à-dire le centre de recherche, la direction générale qui s'est installée là et aussi certaines salles de formation. Ça, c'était, je dirais, le mouvement préliminaire, surtout des chercheurs, qui s'est fait. Est-ce qu'on a une date à laquelle on pourra dire que ce sera véritablement fonctionnel? Le CHUM est prévu pour être bâti en 3 étapes. La prochaine étape, ça va être l'étape la plus cruciale, la plus importante. Ça va se faire en 2016. C'est là qu'on va installer près de 800 lits, 40 salles d'opération, l'urgence. Ça va être en 2016, la phase 2. La phase 3, ça va être en 2020, suivant la démolition de l'hôpital Saint-Luc. Dans ce cas-ci, on va rajouter l'amphithéâtre, les cliniques externes et la bibliothèque. Mais c'est vraiment à partir de 2016 qu'on va parler de... Nicolas Godin, si on parlait également de gros chiffres, parce que ça coûte un peu d'argent. Avez-vous des chiffres à nous donner? Le CHUM est une grosse entreprise. On parle de 3 milliards de dollars investis. Par contre, en échange, on obtient un centre universitaire médical de calibre mondial. On parle il va y avoir plus de 1000 médecins, 11 000 employés au total. Mais ça, c'est crucial parce qu'on va aussi doubler le nombre de patients. Le Québec fait face aux défis démographiques. Dépenses, mais aussi retombées économiques. Oui, ça fait partie un petit peu de la mentalité des mœurs d'aujourd'hui. On veut établir autour du nouveau CHUM le quartier de la santé, avec le quartier des spectacles, le quartier international, le quartier de la santé, attirer les entreprises de biotechnologie, attirer aussi d'une certaine mesure d'autres magasins qui pourraient un petit peu remonter le quartier, parce qu'on parle un peu dans l'est de Montréal. Il y aura, pour compléter ce dossier CHUM, si on veut, on parle de 4 priorités qui vont guider les activités de ce CHUM. Le CHUM est un centre qui va faire de la spécialité, des surspécialités, mais on parle de 4 priorités qui vont guider. On parle du cancer, tumeurs et aussi biomarqueurs. On parle aussi de tout ce qui est cardio-métabolique pour l'hypertension, diabète, les maladies cardiaques. On parle d'inflammation, transplantation rénale ou encore les dons d'organes, tout ce qui a trait à ça. Et les neurosciences, c'est le 4e axe
sur lequel ils vont se pencher. Donc, le tout démarre officiellement 2000. C'est en route, c'est en 2016, avril 2016 qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait des patients qui vont entrer. Nicolas Godin, vous voulez également nous parler d'un autre dossier. C'est très présent dans l'actualité, Oui. c'est encore tout chaud. Richard Bergeron qui a annoncé qu'il quittait son poste de chef d'opposition à la Ville de Montréal. Effectivement, Richard Bergeron a annoncé sa démission en tant que chef de parti, mais pas en tant que conseiller de Saint-Jacques. Il va continuer à garder son poste jusqu'à la fin de son mandat, tout au moins. Peut-être qu'il va se représenter. Mais est-ce qu'il est remplacé par un intérimaire? Un intérimaire dynamique, on va dire. C'est le bouillant Luc Ferrandez qui remplace oui. le maire du plateau. Bien que lui ne soit pas encore officiellement le chef permanent, moi, mon impression, c'est qu'il va sans doute vouloir rester chef de Projet Montréal. C'est pas mal vers ça qu'on s'en va. Vous qui suivez le dossier, comment c'est perçu de la part du milieu politique municipal, là, cette démission de M. Bergeron? De mon point de vue à moi, comme j'avais fait la blague sur Facebook, remplacer Richard Bergeron par Luc Ferrandez, c'est remplacer du ketchup par de la sauce Tabasco. La couleur est la même, mais le produit est beaucoup plus piquant. Dès sa nomination, Luc Ferrandez en a profité pour attaquer fortement sur Denis Coderre, l'administration Coderre, notamment au sujet de la réforme des arrondissements. Quel est le plan du nouveau chef? Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Je dirais c'est encore relativement frais, mais dès le lendemain, M. Ferrandez était dans une conférence de presse conjointe avec les élus d'Outremont, du Sud-Ouest, de ceux qu'on sait qui sont un petit peu les contestataires de la réforme du financement des arrondissements. Et encore une fois, ils ont attaqué Denis Coderre, l'ont accusé d'agir avec amateurisme dans le dossier. Et j'imagine que c'est un dossier que vous allez suivre abondamment. Ça va être difficile de ne pas suivre parce qu'il va suffire de suivre les flamèches pour voir qu'est-ce qui va se passer. Juste avant de se quitter, Oui. qu'avez-vous dans vos cartons pour nos prochaines rencontres? Est-ce qu'il y a des dossiers chauds qui vous tentent particulièrement, là? Je dirais que la réforme de Denis Coderre, dont on a parlé, la réforme du financement des arrondissements, va être le dossier de l'heure dans les prochaines semaines. Sinon, je vais sans doute suivre aussi le projet de Je vois Montréal, qui est un projet d'un petit peu de relance de la ville à travers différents projets citoyens et d'organismes de la ville. Nicolas Godin, si on veut vous rejoindre à Horizon Week-end, de votre journal numérique. À chaque semaine, on imprime Horizon Week-end. On imprime virtuellement Horizon Week-end. Oui. C'est à horizonweekend.ca. Ça s'écrit comme ça. Et vous alimentez également une page Facebook. Oui, tout à fait. Tout est relié ensemble de nos jours. Pour rejoindre les gens plus rapidement, on passe par les médias sociaux. Nicolas Godin, merci beaucoup. Merci André. À la prochaine. Le 29 octobre 1967, l'Exposition universelle de Montréal prenait fin. Pendant 6 mois, 62 pays s'y sont donné rendez-vous sous le thème de Terre des Hommes pour y accueillir plus de 50 millions de visiteurs. La candidature de Montréal fut acceptée en 1962, suite au désistement de la ville de Moscou. Dès lors, un immense chantier se mit en branle. On a transporté sur place 15 millions de tonnes de rocs et de terre. Il s'agissait de doubler la superficie de l'île Sainte-Hélène et de créer à partir de rien l'île Notre-Dame. Réalisé au coût de 430 millions de dollars, Expo 67 aura permis à Montréal de se révéler au reste du monde avec ses 90 pavillons mis en place pour l'événement. Parmi les plus originaux, on remarque celui de la France, qui devint plus tard le Casino de Montréal. Celui des États-Unis, un gigantesque dôme géodésique haut de 20 étages, a également attiré l'attention des visiteurs. Tout comme ceux de la Grande-Bretagne, Trinidad-Tobago et de la Grenade. Habitat 67, l'œuvre de Moshe Sabdi, figure maintenant parmi les édifices patrimoniaux de Montréal. L'événement a permis à la Ville de Montréal de se doter de nouvelles infrastructures permanentes, dont le réseau du métro et un nouveau réseau de voies rapides. De 1966 à 1967, les revenus touristiques annuels du Canada sont passés de 600 millions à plus d'1 milliard de dollars, en grande partie grâce à l'Exposition universelle. Le succès de l'exposition était tel que le maire Jean Drapeau a annoncé à la clôture d'Expo 67 que
que le site des îles allait accueillir une exposition internationale permanente appelée Terre des Hommes. Après la pause, nous vous présentons Cirque Antique et nous redécouvrons le mouvement scout du Montréal métropolitain. De retour de la pause, on va parler avec Mme Mélodie Martin-Couture, qui est membre fondatrice de Cirque Antique, qui est une coopérative de travail qui produit des spectacles de cirque et de burlesque. Bonjour, Mme Martin-Couture. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Cirque Antique? Cirque Antique, à la base, c'est un organisme qui organise des événements culturels, donc des événements de cirque et burlesque. Ensuite, en février 2014, on a décidé de s'enregistrer en tant que coopérative de travailleurs parce que notre but vraiment ultime, c'est d'aider les artistes montréalais locaux, émergents, à pouvoir se lancer dans le monde professionnel. Donc, c'est la mission de Cirque Antique. On a présentement, une effervescence dans le monde du cirque, Ah oui. dans le monde du spectacle, Complètement. également dans le monde du burlesque, Oui. indépendamment de ces deux disciplines. Oui. Vous avez ressenti le besoin de regrouper, vous, cirque et burlesque. Oui. Bien, c'est un peu retour aux sources aussi. Le cirque et le burlesque allaient beaucoup ensemble dans les anciens cirques, les cirques ambulants. Donc, on trouvait que cette chose-là manquait dans le monde du cirque, aller chercher quelque chose d'un peu plus coquin, d'un peu plus nouveau, dans le sens de prendre quelque chose qui est... maintenant, le cirque, c'est beaucoup contemporain, très froid, très dur. On voulait ramener un petit peu de folie là-dedans. Puis on pensait que d'amener le burlesque avec le cirque, c'était une très bonne décision. Donc, Mélodie Martin-Couture, expliquez-moi, sur scène, ça donne quoi, un mélange cirque? Parce que vous êtes également trapéziste. Oui. Donc, vous entremêlez cirque et sensualité aussi. Exactement. À la base, les spectacles de Cirque Antique étaient vraiment... Il y avait certains numéros qui étaient burlesques, certains numéros qui étaient cirque. Mais maintenant, on fait vraiment... Oui, on fait une fusion entre les deux, ce qui fait qu'il y a autant des numéros de burlesque que des numéros de cirque. Bien, les numéros de cirque amènent quelque chose aussi de sensuel. Donc, on veut amener un petit côté coquin, même dans le cirque, pas juste au sol. Dans votre cirque antique, ça regroupe des artistes de tous horizons? On y chante? On y danse? On a des maîtres de cérémonie, donc on a le MC qui est une comédienne, donc on a ce côté-là. On a certains numéros de danse qui sont amenés ici. Puis c'est beaucoup des artistes émergents montréalais, c'est ce qu'on veut vraiment aller chercher. Parfois, on a certains invités, comme on a eu une Australienne et un garçon de San Francisco qui est venu performer pour nous aussi. Donc, on essaie d'aller chercher un petit peu le mélange, des choses intéressantes. Combien d'artistes font partie de Cirque Antique? Combien de vous? En fait, la coopérative de travail, on est 3 membres fondatrices. On a certains membres qui s'agrippent à nous. Donc, maintenant, on rajoute 2 nouveaux membres. Mais les artistes en tant que tels, on les engage dans nos spectacles. Donc, sur scène, ce spectacle-ci, le prochain qu'on va faire, on est 8. Donc, on est 8 artistes, on fait des numéros de groupe et tout. Est-ce que vous êtes des artistes sur scène qui sont multidisciplinaires dans le sens où vous pouvez être autant trapéziste que danser, que chanter? Exactement. Est-ce que c'est strictement féminin? Le spectacle... Avez-vous des gars, autrement dit? On est beaucoup de filles, en fait, dans la compagnie. Oui. Bien fait de poser la question. Là. On est beaucoup de filles, mais il y a quelques garçons qui gravitent avec nous. Mais le monde du cirque est beaucoup un monde d'hommes, en fait. Ouais. Mais ça donne que notre compagnie, on s'est regroupés en tant que femmes. Je verrais mal monsieur faire du burlesque, par exemple. Ah, il y en a! Il y en a! Ah oui? Oui. Est-ce que vous en présentez dans votre nouveau spectacle de Bang Bang? Dans celui-là, non, mais le dernier spectacle, on a eu un garçon qui faisait du boylesque, qu'on appelle. Oh, attention, là. Ouais. Je veux savoir. Boylesque? Bien, burlesque, mais boylesque. Boylesque. Voilà. OK.
Bang Bang, c'est votre nouvelle production qui va prendre l'affiche les 7 et 8 novembre Oui. au Bain Mathieu. Au Bain À Mathieu. quoi doit-on s'attendre? On doit s'attendre à une soirée haute en couleurs, ça c'est sûr. Bang Bang, c'est un spectacle qui prend thème, qui prend place dans les années 20, donc les années de la Prohibition. Ouais. Et on voit justement des femmes prendre pouvoir dans un monde d'hommes. Et c'est ça qu'on voit ressortir dans cet événement-là. Il y a aussi le 8 novembre, qui est le samedi. On fait un after party au Bain Mathieu, dans tout ça, dans un speakeasy, avec speakeasy Electro Swing. Donc, Mais c'est quand même particulier que vous ayez choisi le Bain Mathieu Oui. pour vous produire là. ouais, ouais. L'ambiance, les décors, tout y était déjà, je pense. Oui, bien d'ailleurs, c'est un monument qui est un ancien bain public Tout à fait. qui était là justement dans les années 20. Et donc, un ancien bain public qui a été transformé en salle d'événement. Et l'espace est magnifique, très bien habillé pour cet espace-là. Très, très bien habillé, Très bien habillé. sans jeu de mots. Donc, c'est présenté les 7 et 8 novembre Oui. au Bain Mathieu. C'est au 2915 de la rue Ontario-Est. Les coûts des billets? Les billets sont 20 $ en pré-vente, 30 $ à la porte, ce qui est très peu cher pour l'événement qu'on présente. Donc, c'est ça, allez chercher vos billets le plus tôt possible parce qu'ils partent très vite comme des petits pains chauds. Je vois aussi billets VIP. Oui, billets VIP, ça donne des places de choix dans le bain, ainsi que des consommations J'ai bien entendu gratuites des places de choix dans le bain, dans le bain. dit-elle. Parce que le spectacle se fait dans le bain. Oui. Il n'y a pas d'eau, évidemment. Mais donc, les VIP, ça donne une place de choix, des consommations et quelques bouchées pendant la soirée. Mélodie Martin Couture de Cirque Antique, merci beaucoup et Merci à bon vous. succès pour votre nouveau Merci. spectacle de Bang Bang. Merci beaucoup. Le mouvement scout du Montréal métropolitain est en constante recherche de bénévoles. Et pour mieux nous faire connaître ce regroupement, on a avec nous Olivier Legault, qui est scout depuis 14 ans. Bonjour. Monsieur Legault, merci beaucoup d'être venu en tenue de combat. Toujours. Vous êtes routier et animateur castor. Là, Pépé a besoin d'un peu d'explication, les castors et tout ça. Comment ça marche, les scouts? Bien, les scouts, ça se divise, disons, il y a plusieurs tranches d'âge. Premièrement, où on peut être scout. Donc, chez les castors, on parle de jeunes entre 7 et 8 ans. Donc, moi, je suis animateur avec des jeunes de 7-8 ans. En plus d'être routier, ou ce qui me garde encore dans le mouvement scout en tant que contributeur, là, je dirais. Donc, c'est une tranche d'âge qui est des 17 à 25 ans, pardon. Donc, je reste scout tout en étant animateur. Donc, je continue à monter des projets. Je continue, par exemple, j'ai été à l'international il y a 2 ans. Donc, On a le temps, on va revenir sur tous ces points-là tranquillement, pas vite, Monsieur Legault. Qu'est-ce qui vous a amené au scoutisme, vous? Bien, ce qui m'a amené au scoutisme, j'avais 6 ans à cet âge-là. Donc, je peux dire que c'est plus mes parents qui m'ont poussé vers le scoutisme. Mais ce que je peux dire, c'est ce qui m'a fait rester chez les scouts. C'est, bien, les amis que je me suis fait là-bas, je pense que ça l'a grandement aidé. Mais je pense aussi le fait d'avoir été autant stimulé vers différents projets, peu importe mon âge. Donc, j'ai toujours été guidé vers comment me développer, comment entreprendre des projets. Justement, qu'est-ce qu'on fait chez les scouts? On fait plusieurs choses, toujours dépendamment du groupe d'âge. Chez les plus jeunes, ça va plus être les animateurs qui vont décider chez les jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, les 7-8 castors, on peut toujours partir en camp, on peut partir en camping, en tente. Avec des jeunes de 7-8 ans, c'est possible. Chez les plus vieux, par contre, ce sera... Avec l'accord des parents? Avec l'accord des parents, toujours. OK. Et par contre, chez les plus vieux, on va plus pousser le jeune vers son autonomie et lui-même va décider quel genre de projet il veut monter, comment est-ce qu'il veut le monter. Et là, on peut parler de projets là, de grande envergure, là, comme à l'international. Olivier Legault, dites-moi un peu plus aussi sur les scouts du Montréal métropolitain. Vous couvrez quel territoire? Bien, on couvre la grande région de Montréal. Donc, on va jusqu'à Laval et Repentigny, qui font partie de notre regroupement. On a 54 groupes
qui regroupe, là, en termes de membres, on a 4500 membres, autour de 1000 adultes et 3500 jeunes. Et là, on parle de tout groupe d'âge, là. Ça, Ouais, ça tout va. groupe Là. d'âge. Le plus jeune scout, quel âge a-t-il? Il a normalement 7 ans. Elle, je sais pas. Il ou elle a normalement 7 ans. Et ça, ce sont des louveteaux, là. Des castors, comme... J'avais dit. Les louveteaux sont où? Ils dans, sont dans tout ça, juste une coche juste en au-dessus. coche en haut, on parle OK. de 9-11 ans. Et quand on parle d'Olivier Legault, lui, il est dans quel... Lui, il est animateur castor et il est routier, chez les 17-25 ans. On parlait beaucoup de bénévoles parce que il y a différentes spécialités. Vous avez les scouts aventuriers, vous avez les scouts marins, vous avez les scouts sapeurs, et ça prend des gens pour diriger tout ça. Mais qui peut devenir bénévole? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir débuté comme castor? Non, pas nécessairement. À n'importe quel âge, il est possible de se joindre chez les scouts, à n'importe quel moment de l'année aussi. OK. Donc, s'il y en a qui veulent inscrire leurs enfants, qui veulent s'inscrire eux-mêmes, indépendamment du moment de l'année, c'est possible de s'inscrire. Puis, Et quand on parle de bénévoles chez les scouts, tout le monde n'est pas habilité, disons. C'est un groupe Ouais. qu'il faut gérer, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des formations qu'on vous donne? Est-ce qu'on vous prépare à tout ça? il y a des formations qui sont obligatoires là, pour n'importe quel animateur, mais il ne faut pas oublier aussi que chez les bénévoles, on va retrouver aussi des gestionnaires. Donc, si on est intéressé par de s'engager chez les scouts, ben, on ne va pas nécessairement se retrouver avec un groupe de jeunes là, avec nous durant une fin de semaine dans le bois. Il y a possibilité d'être gestionnaire, d'être trésorier, d'aider un groupe là, dans le fond sans nécessairement être avec les jeunes. Si vous le voulez bien, Olivier Legault, on va un peu plus détailler vos spécialités. Qu'est-ce qu'un scout aventurier? Les scouts aventuriers, c'est la tranche d'âge de 13 à 17 ans. Donc, dans le fond, on a décidé de regrouper les éclaireurs qui sont, dans le fond, les 12 à 14 ans avec les pionniers qui sont de 15 à 17 ans. Donc, dans le fond, c'est vraiment aller chercher un plus grand groupe de jeunes. Aventurier, est-ce que ça veut dire qu'ils se promènent plus dans le bois, eux autres? ou- Pas nécessairement, ça va vraiment dépendamment de ce qu'on décide de faire comme activité. Les scouts marins. Scouts marins, ce sont davantage de scouts qui sont marins, donc ça le dit, le mot le dit. Eux Sur naviguent l'eau, un peu plus. OK. on a un groupe à Montréal qui a 2 voiliers à son actif, donc ils entretiennent les voiliers, ils partent en camp sur des voiliers, donc ils peuvent aller autant sur le fleuve Saint-Laurent que descendre jusqu'en Ontario, là, dans les grands lacs. Donc c'est vraiment une spécialité là, qu'on vient rechercher chez les... Est-ce que vous allez encore participer à l'opération Nez Rouge de cette année? Parce que je sais que vous êtes impliqué là depuis des années. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je m'implique auprès de l'opération Nez Rouge, justement avec les routiers. Donc, c'en est devenu une activité où tous les routiers du Grand Montréal, des SMM, Participe à Nez Rouge. participent. Donc, on s'implique une soirée en uniforme et on s'en va. J'aimerais aussi que vous me parliez de votre programme EnviroJam. L'EnviroJam, c'était un programme qui existe depuis longtemps, mais qui vise, dans le fond, à impliquer les jeunes, justement, dans la protection de l'environnement, la protection de la nature, OK. qui est une valeur quand même importante là, chez les scouts, entre autres, parce que nos camps se réalisent dans la nature. Donc, il faut conserver la nature si on veut continuer à avoir des camps. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les groupes, justement, à proposer des activités pour l'environnement chez les jeunes, donc soit ramasser des déchets dans les parcs, par exemple, ou ça peut être que de la sensibilisation qui est parfois très importante aussi. Comment trouver un groupe scout? Super simple, on a un site Internet qui est le www, dis-je bien, scoutsmm.qc.ca. Vous allez trouver toute l'information pour aller rechercher le groupe scout le plus proche de où vous vous situez. Et Assez clair. à tous âges, si un monsieur comme moi se présente, qu'est-ce que vous lui dites? Bien, vous lui demandez pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire. Oui, Parce déjà, que, pourquoi? Parce qu'entre autres, on a plusieurs possibilités, là, comme je parlais plus tôt au niveau de la gestion, autant au niveau de l'animation. OK. Puis ensuite, il y a tout un processus, entre autres, de vérification. Donc, on a des vérifications d'antécédents judiciaires. On passe un peu très important, par la ça. sécurité, là, c'est très important. Donc, autant avec le SPVM, on travaille en collaboration pour... Pour représenter les scouts de Montréal et du Montréal métropolitain, devrais-je préciser, Olivier Legault, scout depuis 14 ans, routier et animateur castor. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.
On en est maintenant à notre segment Conseil citoyen et nous parlerons aujourd'hui d'un sujet délicat, les punaises de lit. Et pour en savoir un peu plus, je vous présente Marianne Cloutier. Elle est chef de division à la direction de l'habitation de la Ville de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour. Parlons-en justement de ces punaises de lit. Question simple pour commencer. Qu'est-ce qu'une punaise de lit? Bien, une punaise de lit, c'est petit. C'est un insecte qui est brun à l'âge adulte, qui est à peu près de la grosseur d'un pépin de pomme. C'est une façon de le reconnaître. C'est un insecte piqueur qui se nourrit du sang des gens qui dorment normalement. De quelle façon ça se propage? Bien, les punaises de lit, ce ne sont pas des insectes qui volent, ce ne sont pas des insectes qui sautent. Donc, on ne peut pas attraper des punaises de lit en passant à côté de quelqu'un. Elles se déplacent ou elles sont transportées. C'est souvent des bons vecteurs, les sacs, les valises, lors des voyages. Donc, elles sont amenées dans les différents endroits où on vit. Les différents médias ont tendance à nous présenter presque une épidémie présentement mondiale. Est-ce que c'est le cas? Bien, la punaise de lit aura fait son apparition dans le monde, partout dans le monde, parce qu'on a abandonné justement l'utilisation de produits chimiques hautement dangereux comme le DDT. Donc, c'est normal que cet insecte-là réapparaît. À Montréal, les dernières données qu'on avait donnaient peut-être environ 2,5 des logements qui pouvaient être touchés. Donc, environ 20 000 logements. C'est pas nécessairement en progression, c'est stable. Mais oui, il y a des punaises de lit à Montréal. Mais c'est suffisamment sérieux, Madame Cloutier, pour qu'il y ait une section de la ville des gens qui s'attardent à cette problématique en particulier. À partir du moment où l'infestation de punaises de lit a réapparu, dès 2008, la Ville de Montréal est devenue très active avec la direction de la santé publique pour développer des outils de communication, parfaire les connaissances sur cette problématique-là. Comment je fais pour savoir si j'ai des punaises de lit chez moi? Bien, les punaises de lit, comme elles se nourrissent de sang humain et aiment mieux la nuit que le jour, vont se tenir proches souvent du lit. Donc, dans la chambre à coucher, une façon de voir si on a des punaises de lit, bien sûr, si on a des piqûres, les piqûres ressemblent à des piqûres d'insectes, souvent sur les parties du corps qui sont qui sont pas avec des vêtements, les bras, le dos, les jambes, et en regardant son matelas. Notamment les coutures du matelas, on peut trouver des taches brunes si on ne voit pas de punaise parce qu'elles fuient quand il y a de la lumière, ou des taches de sang. On en trouve? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on en trouve, la première chose à faire, c'est d'appeler son propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui est tenu de faire exterminer les punaises de lit, de faire une intervention dans le logement. La Ville de Montréal va intervenir au niveau des logements seulement par la suite si le propriétaire ne fait pas une intervention à cet égard-là. Vous avez parlé tantôt, on a parlé beaucoup, on parle de punaises de lit, on associe ça à un matelas, mais ça peut être présent également sur les meubles. Oui, bien, ça peut être présent partout où elles se cachent. Elles n'aiment pas la lumière, donc elles vont se cacher dans les interstices sur le bord des murs, mais comme elles se nourrissent de sang humain, puis elles doivent se déplacer vers l'humain quand il dort, bien, elles sont souvent dans la chambre à coucher. J'en trouve. C'est hypothétique. J'en ai trouvé dans le matelas. J'en ai trouvé également sur le bord d'un beau meuble que j'aime, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Bien, écoutez, vous appelez votre propriétaire parce qu'il faut faire une extermination. Pour l'enlever, vous devrez, une fois que le propriétaire dit oui, j'ai contacté un exterminateur, il va se présenter chez toi, vous devez préparer le logement pour assurer le succès de l'opération d'extermination. Donc, c'est sûr qu'on demande est-ce que les vêtements, mais ça, l'exterminateur va pouvoir vous indiquer quoi faire. OK. Si je vous suis bien, d'abord, on contacte le propriétaire. Oui. Et c'est le propriétaire qui va se charger, lui, d'appeler un exterminateur. Est-ce que ce sont les étapes à suivre? C'est ça, c'est ça. L'exterminateur va se présenter pour faire l'extermination. Le locataire a à procéder à certaines
Ou du moins à l'étape de constater. préparation. Mais Oui. de préparer son logement aussi. OK. C'est sûr d'enlever les draps, de nettoyer la literie. On a toutes sortes de conseils justement sur le site dont l'adresse apparaît au bandeau. Il y a justement des informations sur comment préparer son logement. Il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais parler des voyages. Qu'est-ce que je fais? Je fais un voyage. Est-ce qu'il y a Oui. des mesures particulières de protection? Oui, bien, sur le site, on a une brochure Aussi. conseil aux voyageurs. Donc, c'est bon d'aller là. On part avec sa valise, on apporte des sacs dans lesquels on pourra mettre les vêtements. Ce qu'on conseille aux gens, pendant le voyage, de ne pas utiliser les tiroirs des commodes, de garder la valise fermée, de l'installer sur un meuble ou dans la salle de bain. Et quand on revient, on met tout à la sécheuse pendant au moins 30 minutes. On a quelques secondes, mais j'aimerais prendre ces secondes pour redire, mesdames et messieurs, que tous ces conseils, tout ce qu'il y a à savoir sur les punaises de lit, vous allez sur les punaises de lit, les punaises au pluriel, de lit.info. Vous pouvez également faire le 311 ou vous contacter les bureaux Accès Montréal. Le 3.1 Bureau Accès Montréal, si votre propriétaire n'est pas intervenu suite à votre demande, vous pouvez déposer une plainte et à partir de ce moment-là, les inspecteurs de la Ville vont intervenir. Marianne Cloutier, chef de division à la direction d'habitation de la Ville de Montréal, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Tout de suite après la pause, la rubrique des gens de cœur. De retour de la pause, nous en sommes maintenant à notre segment des gens de cœur. Et aujourd'hui, on accueille Alexandre Paradis. Alexandre est fondateur de SOS Itinérant. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette section, ce segment veut présenter des gens ordinaires, mais des gens qui font des choses extraordinaires. Et vous avez décidé d'œuvrer dans le milieu de l'itinérance. Oui, parce que je milite beaucoup dans ce milieu-là, puis parce que moi, j'ai vécu l'itinérance, je sais c'est quoi, et beaucoup les besoins criants qu'il y a en ce moment, puis de chaque jour, on a des nouveaux itinérants qui arrivent dans la rue, de plus en plus. Et les moyens sont minimes pour les aider à sortir de la rue. Puis nous, on veut les sortir. Moi, j'étais sorti de la rue, on est capable d'en sortir. Mais, Alexandre, je voudrais comprendre. Il existe déjà beaucoup d'organismes qui œuvrent à tenter de sortir les itinérants de la rue. Qu'est-ce que SOS Itinérant amène de plus? Mais il y a beaucoup d'organismes, oui, mais beaucoup d'organismes qui sont limités. Si on regarde le samedi, nous, on œuvre le samedi beaucoup au centre-ville de Montréal, car aucun organisme dans le centre-ville de Montréal nourrit les itinérants le samedi. Aucune. Ni pour déjeuner, ni dîner, ni souper. Nous, on est là. Il y a d'autres organismes, comme la Maison du Père. Eux, il faut qu'ils soient là à 2 heures de l'après-midi. Est-ce que ça te tente de perdre ta journée au complet pour rentrer coucher à 2 heures l'après-midi? Okay. Non. Les démarches pour les cartes d'assurance maladie, les choses comme ça, parler avec quelqu'un, l'écoute n'est pas toujours là dans toutes les ressources. Tu sais, il y a des ressources qui sont là pour les chèques d'aide sociale, des ressources qui sont là pour l'hébergement. Puis, vu qu'ils ont beaucoup de subventions du gouvernement, ils sont limités à des choses. Ils ont le droit de faire telle chose et pas l'autre chose. C'est ça qui est plate. Nous, on n'est pas limité à rien. On est là pour aider notre prochain, tout le monde ensemble. Qui décide de quel moment, comment vous aider, de quelle façon vous le faites, vous? Mais moi, j'ai commencé le 18 octobre l'année passée. Ça a fait 1 an, le 18 octobre cette année, qu'on existe. J'ai commencé au Parc Berry, au Parc Émilie-Yonlin, à donner du café avec une de mes chums de filles. Après ça, on a décidé qu'on faisait ça 1 fois par mois. On est arrivé, on a commencé, on était 2, on est rendu sur 5. Même à un moment donné, on s'est associé avec 3-1 Bonne Action, beaucoup de monde. On s'est ramassé jusqu'à 100 bénévoles, donc en révisé l'hiver passé, à donner de la nourriture, des vêtements, des sleeping bags, des couvertures, tout vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pas avoir froid l'hiver et les aider. On a même une demoiselle qui était sortie de la rue présentement. Elle fait presque 1 an, elle est enceinte, elle va accoucher prochainement. Ça va super bien, sa vie. Est-ce qu'on peut dire que SOS Itinérant est un dernier recours après le dernier recours? C'est pas un dernier recours, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres recours. Nous, on est plus comment une ressource qui réfère les autres à d'autres ressources.
sais, je suis pas tout seul sur le terrain. Souvent, on a l'organisme Spectre de rue qui sont avec nous sur le terrain. C'est des travailleuses de rue qui viennent nous aider, nous épauler parce que j'ai pas l'expérience d'être travailleur de rue et je peux pas aider tout le monde. Parce que dans l'itinérance, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. De plus en plus, les hôpitaux sont vidés, sont laissés à eux-mêmes, dehors, à l'extérieur. Et ce monde-là ne sont pas toujours faciles à gérer. Comment êtes-vous perçu par ces organismes, disons, officiels? Organismes ou entreprises, parce qu'il y a une différence à faire. Il y en a qui s'appellent organismes, mais que c'est des entreprises. Peut-être qu'on en reviendra là-dessus plus tard. Il y en a qui ne nous aiment pas. Il y a des organismes, on a demandé un thermos de réchaud pour mettre l'eau chaude pour donner du café aux itinérants. Et on dit à ma collègue, on ne peut pas te donner ça parce que tu nous voles des statistiques pour nos subventions. Parce que nous, on note aucune bouffe qu'on donne, c'est des dons des citoyens, on note rien. Eux, chaque café qu'ils donnent, il faut que ça soit noté pour avoir des subventions. Fait que l'itinérant, pour eux, c'est de l'argent, en tout cas. Parlons-en des dons, parce que vous redistribuez du café, de la nourriture. Qui vous apporte cette nourriture à vous, SOS Itinérant? C'est beaucoup. On a le restaurant à part du chef qui font de la réinsertion sociale qui nous donne les restants de la semaine. Mais à part de ça, c'est beaucoup des citoyens normaux, comme toi, moi, le monde qui nous écoute présentement. On n'a aucune subvention de gouvernement, aucune aide de grosses compagnies. C'est vraiment du particulier qui nous aide à chaque semaine. On a des bénévoles réguliers. On a entre 50 et 100 bénévoles réguliers qui sont toujours là, une rotation chaque semaine pour les gros événements, comme on vient de faire la semaine passée, il y a 2 semaines, à la nuit des sans-abri. On a passé la nuit dehors. On a servi 325 spaghettis avec tous des dons du monde qu'on a pu faire de la sauce, des pâtes et tout ça. Il y a quelques secondes encore à peine, mais j'aimerais que vous nous parliez également de l'autre événement qui s'en vient en décembre. Prochainement, on a le 27 décembre, on va avoir un dîner pour les personnes sans-abri qui va se tenir à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, au sous-sol, au coin de Berry-Sainte-Catherine. On va servir un repas digne de Noël aux personnes sans-abri. C'est sûr que présentement, on recherche des donateurs, des commanditaires pour nous aider là-dedans. Comment fait-on pour vous aider? À qui on rejoint? Est-ce que vous avez une adresse courriel? On a l'adresse courriel, c'est SOSitinérant, Oui. @hotmail.com. Ou sinon, vous pouvez aller sur le compte de Facebook SOS Itinérant et nous envoyer un message, faire j'aime sur la page et on communique avec nous. On a besoin de jus, de liqueur, de tartes, de tortillères, tout. Sleeping bag, couverture, débat. Vous, rapidement, un entrepôt pour mettre tout ça? On a un ami qui nous passe son garage chez eux, présentement. Alexandre Paradis, fondateur de SOS Itinérant, merci beaucoup et bonne poursuite dans votre œuvre. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. La Maison des enfants de l'île de Montréal du quartier Hochelaga-Maisonneuve, une maison qui offre aux enfants un lieu d'écoute et de soutien, est à la recherche de bénévoles pour répondre aux lettres d'enfants de 5 à 12 ans. Il s'agit de répondre à chaque enfant par une lettre personnalisée et écrite à la main. Il faut posséder une bonne maîtrise du français écrit, une bonne écoute et une bonne dose d'amour des enfants. Une formation de 9 heures est offerte. Pour vous inscrire, contactez Estelle Rabeuf au 514-526-91-28. Le personnel du poste de quartier 22 du SPVM tient sa 4e édition de la collecte de jouets neufs ou usagés pour les enfants défavorisés du quartier Centre-Sud. Vous pouvez apporter vos jouets au poste de quartier 22 situé au 1200 avenue Papineau jusqu'à la fin du mois de novembre. La distribution aux enfants se fera par l'entremise de différents organismes communautaires à Noël. Pour plus d'informations, 514-280-0422. Les Petits Frères de Montréal cherchent des bénévoles ayant plusieurs disponibilités pour accompagner des aînés vivant de l'isolement. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations en téléphonant au 514-527-86-53. Le Comité social Centre-Sud offre des ateliers d'informatique gratuits. Vous apprendrez comment utiliser Windows, faire du traitement de texte et vous servir efficacement d'Internet dans une atmosphère propice à l'apprentissage. L'animatrice est là pour répondre à vos diverses questions. Les ateliers ont lieu du lundi au jeudi
Et pour s'inscrire, il faut téléphoner au 514-596-70-92, poste 6989. Ce 2 novembre a lieu le concert du 30e anniversaire de Videc Média au centre Leonardo da Vinci, situé au 8730 Lacordaire à Saint-Léonard. En vedette, Marc Anger, violoniste et chanteur. On y fera également la remise des prix Communication Roland Leclerc. Le spectacle débute à 19h et l'entrée est gratuite. On vous demande de confirmer votre présence au 514-528-9174. Le Studio de musique ancienne de Montréal présente son concert d'œuvres sacrées « Joyaux d'Angleterre » à 12 voix a cappella. C'est le lundi 3 novembre à 20h à la Maison de la Culture Frontenac. Ce concert gratuit est animé par Edgar Fruitier et est présenté en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal. Laissez-passer gratuit disponible sur place. C'est à proximité du métro Frontenac. Dans le cadre de sa 15e édition, le Festival du monde arabe de Montréal présente un spectacle gratuit de danse et de chant qui retrace l'histoire de Scheherazade et relate 2 des contes les plus connus des 1001 nuits. La prestation aura lieu le lundi 3 novembre à 17h30 à l'espace Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine-Ouest. Vous prenez le métro Place des Arts. Voilà qui complète cette édition du Bulletin. Merci d'avoir été là. Vous pouvez revoir l'émission sur tcftv.ca et nous sommes également présents sur Facebook. Bonne journée.